Salut à toi, aujourd'hui petite vidéo sur la semaine à venir. On va directement sur Trading Economics, sur le calendrier. On a une journée plutôt dédiée demain à la santé économique. D'une part, la balance commerciale en Allemagne et en Chine, qui vont quand même avoir, donner un aperçu, un certain baromètre sur l'économie actuelle, et la confiance des consommateurs en Australie. Donc elle est attendue en baisse, ce qui n'est pas forcément une bonne chose dans le sens où une surprise à la hausse de la confiance des consommateurs pourrait avoir un effet encore plus baissier sur l'aude, dans le sens où, suivant les dépenses qu'il va y avoir, parce qu'il y a peut y avoir la confiance et les dépenses qui peuvent être corrélées inversement, ce qui fait qu'on pourrait avoir un biais assez baissier quand même sur l'aude à l'avenir. Enfin, d'une part, c'est cet argument. Bref, de toute façon, ça va pas être l'indicateur majeur, ce sera un sous-indicateur, il sera mis de côté, tout simplement parce que en fait, c'est un peu un sous-indicateur de la guerre en Iran. Disons que c'est assez évident d'avoir une confiance en baisse dans ce genre de scénario. Donc, on est encore confronté à une cotation au dollar. Donc, ça va être le meneur du marché très clairement la semaine prochaine. Donc, données économiques allemandes et chinoises, j'ai pas forcément de choses à dire de plus dessus, étant donné qu'on a eu pas mal de variations en Allemagne dernièrement. Donc là, ouais, bon, là, on a attendu en léger, en moins bon excédent que la dernière fois, du moins. Avec les ventes de maisons existantes aux États-Unis. Encore une fois, la surprise à la hausse, c'est pas étonnante, dans le sens où on peut observer un emploi assez bon actuellement aux États-Unis, qui a été un peu surpris à la hausse. Donc ce serait pas étonnant d'avoir un peu plus mince, un peu plus de vente de logements pour... en fait, disons que dans le marché de l'emploi, si vous avez quelqu'un qui a sa maison, euh, pour embaucher, c'est toujours mieux que pas du tout. Étant donné qu'on a on va dire une micro, on a une certaine crise sur les prix des maisons, c'est les maisons neuves principalement, et les forts taux hypothécaires. Bref, c'est un indicateur, mais pour moi le plus important, ça va être les maisons neuves. Mais là, dans ce contexte, ce qui est assez intéressant de voir, c'est avec une hausse, euh, ça peut valider d'une certaine manière une certaine reprise économique, quoi. D'une part, le fait qu'on vende plus de logements. Donc, ça a un certain. En fait, le logement, d'ailleurs, le marché de l'immobilier est un indicateur préliminaire sur l'économie. Donc, tout l'ensemble des données liées à l'immobilier vont être principalement l'un des premiers indicateurs, contrairement à l'inflation par exemple, qui est un indicateur très retardé. C'est pourquoi il y a pas mal de sites ou de dispositifs qui permettent d'avoir une certaine prévision sur l'inflation. Bref, ça va pas être ce qui va guider le marché la semaine prochaine. On va surtout avoir aussi les données d'inflation. Ce qui est assez intéressant de regarder, ça va être le corps, voir la réaction des prix hors énergie et hors alimentation. Aujourd'hui, dernièrement, on avait pas mal de coûts élevés en termes de transport, donc d'une part aussi l'énergie, donc on a une certaine répercussion. C'est voir un peu l'évolution de ces répercussions et à l'avenir déterminer si les dépenses parviennent à équilibrer l'inflation. Ce que j'entends par là, c'est le fait que on ait moins de consommation, ce qui ne permet pas en fait aux entreprises de vendre. Donc une consommation moins importante et donc une répercussion des coûts plus compliquée. Donc on ne devrait pas forcément avoir une inflation beaucoup plus forte hors énergie, dans le sens où les ménages ne devraient pas consommer des choses qu'ils ne devraient pas pouvoir se permettre d'habitude, ce qui devrait avoir un impact donc baissier sur le corps. Bref, encore une fois, c'est très biaisé. L'inflation, euh, elle n'est pas forcément hyper... c'est très retardé, encore une fois, ce que j'ai dit juste avant. Donc ça serait pas étonnant de ne pas avoir plus d'indicateurs là-dessus, d'indications, même dans les détails des rapports à l'avenir.
Ensuite, on a la Banque du Canada sur leur décision de taux. Aujourd'hui, alors, qui baisse les taux ou pas, ce qui va être hyper intéressant de regarder, enfin, d'observer, ouais, ça va être c'est comment ils prévoient leur taux, leur calendrier, dans le sens où on avait quand même une BOC assez dovish, elle était même très dovish, et c'était assez surprenant dernièrement. Donc ce serait pas étonnant d'observer un retour sous les 2,75, ce qui pourrait être très probable. Cependant, on a quand même des données assez surprenantes, telles que taux de chômage qui sort lourdement à la baisse. On a eu, voilà, c'est un des premiers indicateurs. Je trouve que ça ressemble un peu au schéma d'Australie actuellement, c'est-à-dire qu'on a en fait, non, c'est un peu c'est deux opposés actuellement, en termes de cycle. Mais là, ce que j'entends, c'est le fait qu'on ait quelque chose d'assez. C'était très dovish, qui semblait être assez agressif. Mais là, les dernières données qu'on a eues peuvent surprendre, pourraient nous surprendre dans leur discours. Donc là, ça va être assez intéressant d'observer ce qu'ils vont dire. Le seul problème, ça va être les données un peu avant cette réunion qui vont pouvoir avoir un impact sur le CAD dans le sens où leur économie est assez corrélée, étant donné qu'ils sont collés, etc. Il faudra regarder exactement les, les ratios les ratios d'activité qui pourraient se refléter, pour ainsi dire, sur le CAD à l'avenir. Mais de toute manière, le plus important, ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont dire. Bref. Ensuite, jeudi, on va avoir la décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Là, ce qui va être assez intéressant, c'est même si alors c'est prévu à la hausse, je pense qu'il y a beaucoup de prévisions sur des hausses de taux, ce qui est d'ailleurs fort probable, c'est ce qui va se passer. La seule chose qui, moi, me, me freine, en fait, actuellement, c'est qu'on avait quand même... Alors, on a deux scénarios. On a la Banque centrale qui va vouloir freiner l'inflation pour éviter qu'elle dure dans le temps, mais on a aussi la Banque centrale qui ne veut pas trop freiner l'économie. En fait, c'est un peu sous double tranchant. Dernièrement, on n'a pas eu d'excellentes données en Europe. On n'a pas eu forcément d'énormes inflations. On a des inflations qui sont sorties à la hausse, et pour d'autres à la baisse. Et c'est là que j'en viens. C'est que du coup, même si on a pas mal de prévisions sur des hausses de taux, moi ça me paraît compliqué de trop hausser les taux, étant donné le risque du frein économique que ça pourrait avoir. Ça m'étonnerait pas qu'on puisse avoir quelque chose d'assez dovish dans leur discours, enfin de Christine Lagarde du moins. Mais mais ça devrait avoir un lourd impact sur la tendance actuelle si on a une BCE très dovish. En fait, je dis pas qu'elles vont l'être, mais sans doute moins hawkish que prévu par exemple. C'est un peu ça que je sous-entends. Parce qu'il y avait pas. C'était après Covid. Ils voulaient contrôler l'inflation. Ils voulaient contrôler. Ils pensaient que l'inflation allait être assez passive et allait se dissoudre à l'avenir assez naturellement. Et c'est pas forcément ce qui s'est passé, donc il y a eu une certaine perte de contrôle vis-à-vis de ça. Et aujourd'hui, c'est est-ce qu'on refait la même chose pour éviter de freiner l'économie, ou alors on prend le contrôle dès maintenant pour freiner freiner un maximum l'inflation. Donc ça peut être d'une certaine manière l'économie, mais c'est éviter aussi que l'euro perde trop de valeur. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, ça va être assez intéressant. C'est une grosse semaine consacrée à l'inflation et les banques centrales. Comme je vous disais en début de semaine, c'est seulement des sous-indicateurs d'économie, de plus les ventes de maisons existantes aux États-Unis. Où est-ce que j'en étais? Jeudi, vendredi. Vendredi, on va avoir les données de croissance au Royaume-Uni. Ça va être assez intéressant dans le sens où... Alors, assez intéressant. On a eu pas mal de données dernièrement sur le Royaume-Uni qui étaient assez surprenantes, telles que les ventes au détail, l'inflation et pas mal de sous-indicateurs.
Malgré ça, on a quand même des prévisions assez négatives, ce qui est tout à fait envisageable. Donc ça va sans doute pas forcément être lesté par la consommation, mais d'une part, les coûts de l'exportation, enfin dans le calcul l'exportation non, c'est importation ou exportation? Bon, je l'ai plus en tête, mais l'un des deux qu'on vient déduire, qui devrait avoir une forte variation, étant donné un certain excédent en réduction, qui devrait avoir un effet assez négatif sur le GDP. Bon, après, dans tous les cas, la sortie du rapport, il faut regarder chaque composante, qu'est-ce qui a été impacté, etc. C'est un peu un indicateur assez significatif dans la consommation, dans l'économie. Donc ça pourra justifier les sous-indicateurs qu'on a pu avoir euh, récemment sur le Royaume-Uni. Avec le sentiment des ménages ensuite aux États-Unis l'après-midi. Du coup, c'est une grosse semaine. Ça m'étonnerait pas qu'on puisse avoir quelque chose d'assez baissier sur l'euro encore, étant donné qu'on vient de franchir les 1,155, qui est un niveau, on va dire, majeur, et là, la prochaine fourchette, c'est clairement les 1,44. Dans ce scénario, c'est clairement le niveau que je vise. Encore une fois, ici, je vous rappelle, vous avez parlé d'un achat. J'avais négligé certains indicateurs, donc du coup, j'ai fini en stop loss. Je comptais sur ce retracement pour reclôturer la position et j'ai repris des ventes. Bref, du coup, la prochaine niveau, c'est ici. Si on arrive à avoir un retracement en 164 avant réunion, un an après réunion, mais avec un signal assez dovish venant de l'euro, je vais pas du tout hésiter à envisager des ventes pour retourner au 1,44. En fait, j'aurai un premier TP, on va dire, au 1,155. Un deuxième en 1,144. Euro 4, du coup, ça me paraît assez compliqué cette semaine de prendre un trade, disons qu'on a un fort risque de volatilité. Là, pour moi, le trade à prendre, c'est clairement une vente pour aller chercher les 158. Ça, c'est clairement mon point d'entrée. Si on a une BOC un peu moins dovish que prévu, bon, ça pourrait avoir un impact assez volatile, mais si on a une BCE assez hawkish, ce qui n'est pas forcément d'accord à ce que j'ai dit juste avant, mais ce qui pourrait aussi être très probable d'ailleurs, c'est l'un des rares moments où je trouve qu'il y a il y a un peu ce côté incertain, même si on a un côté très hawkish. Disons qu'il y a deux pôles, un pôle A et un pôle B, qui permet pas d'avoir une idée très claire de ce qui pourrait se passer. Du coup, c'est encore des achats. Un retracement pour une vente, ça va dépendre de quand ça va arriver à ces niveaux. Je sais pas si on a si on a un très fort excédent. Alors, très fort excédent. Ça va surtout dépendre des composantes qui varient beaucoup. Ça, c'est mon indicateur. C'est pas la balance commerciale. Ça va être les exportations et l'importation, voir est-ce que les deux sous-indicateurs explosent ou pas, quelles sont les variations, parce que si les deux chutent à fond, mais que l'autre chute encore plus, voilà, l'excédent, c'est pas forcément ça peut être le vrai repère. Pour moi, ça va être l'exportation et l'importation. Au JPY, il y a toujours scénario baissier, d'une part le risque actuel. Mais bon, en fait, non, c'est même pas vraiment ça, c'est que le yen a encore un biais très baissier. On n'a pas forcément des taux qui suivent actuellement. C'est pas la référence, te disant actuellement, enfin dans cette période du moins. Mais là, actuellement, on a un biais quand même haussier avec un risque de baisse majeur, surtout arrivé au 187. De toute manière, la tendance baissière, elle est clairement existante. Enfin, disons que quand je dis existante, je sous-entends comme ça, voilà. Pour faire très bref. Ensuite, euro GBP. Euro GBP, je trouve qu'on est dans un scénario de baisse encore actuellement. C'est-à-dire que du coup, on a c'est même pas un flight to quality actuellement sur les indices, c'est vraiment une fuite de capitaux. Sur Euro GBP, la corrélation, enfin le bêta ne permet pas forcément à GBP d'en profiter actuellement, mais là c'est le côté, enfin la corrélation euro-USD qui permet pas à l'euro d'en tirer profit, ce qui le leste pas mal actuellement. On avait quand même un discours assez hawkish venant d'un des membres de la BOE, mais on a quand même... c'est un peu à double tranchant actuellement, c'est-à-dire qu'on a
On a des bonnes données. On a... Enfin, on a des bonnes données. Les données de PIB vont pouvoir éclaircir un peu le truc. Mais disons qu'on a un peu une tendance assez différente sur le GBP, je trouve, en ce moment. Commence à se dessiner, on avait des prévisions assez dovish pendant ce cycle de guerre actuellement, puis hawkish, et puis de nouveau dovish, mais on a quand même des indicateurs assez hawkish actuellement, ce qui laisse lourdement la paire. C'est pour ça que j'envisage des achats au 1,86,2. Donc ça va dépendre encore une fois de comment bougent les marchés et les données de PIB. Donc après, je sais déjà que c'est un niveau majeur, enfin c'est un support majeur, voilà. Ça tient depuis février, et même depuis ouais, plus d'un an, enfin un peu moins d'un an. Donc, c'est un niveau majeur, donc on peut toujours avoir des réactions, mais dans ce contexte actuel, ça paraît aussi envisageable d'avoir des cassures. Disons qu'on ait des fortes probabilités de rebond, mais aussi des probabilités, enfin c'est très probable d'ailleurs qu'on puisse avoir une cassure. Euh, c'est pour ça que je me marque ce niveau-là, mais sans discours hawkish venant de la BCE, ça paraît assez complexe. Alors je pourrais très bien me positionner à l'achat et mettre mes ordres limites derrière. Ah, c'est une décision qui est à prendre. Euro haute, du coup, je me positionne pas dessus. Je mise pas forcément sur le. Là, ça va surtout aussi dépendre de la position hawkish de la BCE, mais ça pourrait avoir une forte volatilité, donc le risque il est quand même présent. Euro CHF, du coup, on repart un peu dans. Ça, c'est un de mes scénarios, c'est de repartir à ce niveau-là. Du coup, là, c'est pas forcément un trade que je vais reprendre. Là, actuellement, je vais surtout miser sur le risque de réescalade. Enfin, le risque, c'est un peu ce qu'on a. J'aimerais, enfin, même si on est un peu des phases de cessez-le-feu, c'est revenir vraiment à ce niveau ici pour repartir à la hausse derrière. GBP USD, du coup, je fais stop loss bêtement pour repartir. Bref, on retourne de manière assez forte à ma zone des 1,31,8. On devrait avoir quelque chose d'assez favorable à ce trade. Encore une fois, si j'envisage un achat, je devrais pas avoir quelque chose de très haussier rapidement. On devrait avoir quelque chose qui range pas mal, genre peut-être une semaine et puis repartir à la hausse derrière. Ça va aussi dépendre du donné de PIB, de la décision de la BCE. GBP4, du coup, on est revenu à des résistances majeures. La réaction à la baisse, oui, elle était très, mince, comment dire, probable, étant donné qu'on n'avait pas de réelles données qui pouvaient être importantes pour le GBP pour venir casser. Bref, je vais pas faire forcément le tour des paires. J'en ai déjà parlé sur la dernière vidéo. Peut-être aller voir Bitcoin ce week-end. Donc là, on réagit rapidement à la résistance actuelle, mais en fin de cycle comme ça, on est Ju1, il nous reste, on va dire, 3 mois de cycle, donc la baisse, elle est encore assez envisageable. Si on prend, alors ça va être un exemple à la con, mais je sais pas si avec Fibonacci on peut tracer ce genre de merde, si c'est ça. Si on reprend une certaine amplitude et on refait du 100%, voilà, la fourchette du BTC, c'est les... Bon, c'est pas les 20 000. Pour moi, c'est entre les 30 000 et 50 000. Ça, c'est commencer à faire du DCA dessus de manière assez importante. Parce qu'on pourrait avoir... Bon, après, il peut y avoir un range à repartir derrière. Étant donné que les cycles de taux sont pas du tout favorables actuellement. Mais commencer à se positionner en dessous des 50 000, ça peut être une très très belle opportunité pour viser du plus de 100% sur le prochain cycle. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, ça va être une semaine assez volatile. Et, si on allait sur USD4, c'est peut-être assez important. Donc du coup, avec cette cassure de résistance, ou alors du moins on est encore dans la zone, on pourrait avoir quelque chose d'assez volatile pour un retour à ces niveaux. Si on tape en volume... Ah, il y a un peu il y a un peu cette zone de creux, étant donné le risque de l'escalade, on pourrait avoir un dollar assez fort qui pourrait primer un peu dessus, repartir là-haut. Bien sûr, il faut que ce soit assez volatile et bon, faut que ça puisse passer. Allez, on a les PPI. Alors les PPI, c'est assez intéressant. Moi, je vais y revenir après. Alors du coup, USD4, oui, c'est ça, c'est l'addition de la BOC.
Pour envisager ça, des ventes à 415, ça me paraît envisageable, ou alors dans la fourchette des 1,40, 1,41 du moins, des ventes, surtout dépendantes de l'acquisition de la BOC, donc jeudi. Bref, on va revenir sur le PPI. Alors le PPI, du coup, l'indice des prix et la production, ce qui va être hyper intéressant, c'est de voir l'impact que ça peut avoir sur les différents secteurs. Étant donné que sur les derniers rapports, d'ISM, on avait quand même des prix payés de plus en plus importants. On doit être autour des 75,82, je crois. J'ai plus la valeur de tête, faudrait que j'aille voir faudrait qu'on aille voir directement, mais l'idée présente, c'est qu'on a des prix à la production qui augmentent, enfin, les prix payés, ce qui est légèrement différent. Mais voir l'évolution, donc là on a des prévisions à la baisse, mais vis-à-vis de cette composante-là, c'est voir où est-ce que ça nous mène. Parce que si on a un PPI trop élevé, ça pourrait encore plus encourager la Fed à hausser ses taux. Donc là, on pourrait avoir une paire qui s'en va vers le bas, mais une vitesse monstre. Et sur les indices, ça pourrait clairement se refléter. Bon, alors là, c'est direction les 7000 points direct avec un PPI trop élevé. Enfin, trop élevé, ce que j'entends, c'est déjà super aux attentes. Mais au-dessus de 1% 4, ça pourrait être vraiment négatif. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. C'est assez intéressant de regarder chaque composante, comment elle sort au fur et à mesure de la semaine, et bien les prendre en compte dans les analyses.